Un officier, diplômé de Saint-Cyr, s'engage volontairement dans un régiment d'élite des troupes de marine, cachant le fait que ses trois frères aînés sont les trois plus hauts gradés de la défense nationale française. Ce qui l'attendait, c'était la violence effroyable de bêtes en uniforme et la conspiration gigantesque de supérieurs lâches déterminés à étouffer la vérité. Finalement, la lettre d'un simple soldat sans pouvoir réveilla les 6 étoiles endormies et l'opération Châtiment, une mission de vengeance destinée à incendier un royaume corrompu, fut lancée. Si cette histoire vous plaît après visionnage, merci de vous abonner et de laisser un j'aime. Merci. Le Champ de Mars, de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, scintillait d'espoir et de fierté pour l'avenir. L'école rigide des uniformes impeccables, les casoirs à plumes blanches et rouges brillants comme des joyaux sous le soleil éclatant, et les visages radieux des jeunes officiers qui, après 4 années d'un entraînement impitoyable, devenaient enfin les piliers de la nation. Parmi eux, l'étoile la plus brillante sur l'estrade était sans conteste Charlotte de Valois. Ayant écrit une nouvelle légende en devenant la première femme majeure de promotion de l'histoire de Saint-Cyr, elle se tenait au pupitre en tant que représentante des diplômés. Sa voix était douce mais empreinte d'une force de persuasion qui se grava dans le cœur de tous ceux qui emplissaient la place d'armes. En ce jour, avec le poids de cet uniforme, je porterai l'honneur de ma patrie. Je serai un soldat qui, depuis le rang le plus humble et avec le cœur le plus ardent, servira la France et se dévouera à son peuple. Lorsque son discours s'acheva, un tonnerre d'applaudissements secoua le ciel. Au premier rang de la tribune d'honneur, 3 généraux la regardaient avec une émotion et une fierté particulièrement intenses. C'étaient les 3 piliers de la défense française. Le chef d'état-major des armées, le général d'armée Antoine de Valois, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général d'armée aérienne Jean-Luc de Valois et le commandant de la zone maritime atlantique, le vice-amiral d'escadre Philippe de Valois. Ils étaient les 3 frères aînés de Charlotte. Les gens les appelaient la fratrie d'acier de la République, les regardant avec respect et admiration. Charlotte était leur cadette, chérie et admirée. Suivant leurs traces, elle avait choisi le destin des armes, inaugurant sa carrière de manière encore plus éclatante que ses frères. Personne ne doutait que son avenir serait grandiose. La présence de ses frères au sommet de la hiérarchie militaire était un bouclier absolu contre toute épreuve, une garantie de promotion express. Cependant, lors de la sobre célébration familiale après la cérémonie, Charlotte fit une déclaration qui stupéfia tout le monde. « Je souhaite que l'existence de mes frères soit temporairement effacée de mon dossier militaire. » L'air se figea. Orpheline de bonheur, elle avait été élevée par ses frères comme leur propre fille, un trésor précieusement gardé. L'aîné, Antoine de Valois, demanda d'une voix grave et profonde, aussi prudente et pesante que lors d'un conseil de défense. « Charlotte, nous devons comprendre la raison d'une telle décision. Je veux être jugé en tant que sous-lieutenant Charlotte de Valois et non comme la sœur des généraux de Valois. Je veux prouver ma valeur par mes propres mérites. C'est la première fierté que je veux défendre en tant que soldat devant moi-même et devant les hommes que je commanderai. » Le deuxième, Jean-Luc de Valois, la fixa de son regard perçant, aussi précis qu'un radar de pointe scrutant l'espace aérien français. « Charlotte, l'armée est un monde bien plus complexe et rude que tu ne l'imagines. Tes relations peuvent être l'arme la plus puissante pour te protéger. » Le benjamin de ses frères, le vice-amiral Philippe de Valois, lui entoura doucement les épaules d'un sourire bienveillant, un sourire aussi vaste et profond que l'océan apaisant les vagues tumultueuses. « Je comprends ce que notre petite sœur ressent, mais je crains que tu ne choisisses une voie trop périlleuse. Les courants et les récifs invisibles sont les plus redoutables. » Mais la résolution de Charlotte était inébranlable. Elle regarda ses frères dans les yeux, l'un après l'autre, et déclara distinctement « C'est précisément pour cela que je dois affronter ces épreuves par mes propres moyens. Si je prenais un chemin facile grâce à vous, j'aurais honte de moi-même dans cet uniforme toute ma vie. S'il vous plaît, croyez en mon choix et soutenez-moi. » Les 3 hauts commandants lurent dans les yeux de leur sœur une volonté d'acier, inflexible. C'était l'esprit d'un soldat pur et ardent, en résonance avec les convictions qu'ils avaient eux-mêmes défendues tout au long de leur vie consacrée à l'armée. Finalement, l'aîné, le général Antoine de Valois, hocha la tête avec un profond soupir. « Soit. Ton obstination, personne n'a jamais pu la briser, même enfant.
Fais comme tu l'entends. Mais promets-moi une chose. Au moindre problème, à la plus petite difficulté, tu dois nous en informer immédiatement. » C'est ainsi que Charlotte de Valois effaça de ses propres mains le plus puissant des soutiens en France. Son dossier passa de sœur de la fratrie d'Acier à fille unique d'une famille ordinaire. Et pour sa première affectation, elle se porta volontaire pour une compagnie de transmission au sein du 2e régiment d'infanterie de marine, 2e RIMA, surnommé Marsouin, basé près du Mans, un des régiments les plus durs et les plus projetés. C'était l'instant où l'enfant chéri du soleil choisissait de marcher délibérément dans l'ombre la plus profonde et la plus rude. L'air du camp d'Auvour, près du Mans, semblait particulièrement froid, mêlant la fraîcheur de la fin de l'automne à une tension militaire palpable. Lorsque la sous-lieutenant Charlotte de Valois se présenta au poste de garde de sa première affectation, la compagnie de transmission du 2e RIMA, elle fut accueillie par un vent glacial et d'innombrables regards inconnus. Le 2e RIMA était l'un des régiments d'élite de l'armée de terre française, héritier d'une histoire glorieuse, et sa compagnie de transmission, le cœur névralgique du régiment, était réputée pour sa fierté et son arrogance. Première femme chef de section de l'histoire de la compagnie. Ce seul fait avait fait d'elle un sujet brûlant avant même son arrivée. Dans le présenter armes du soldat de garde, il y avait plus de curiosité pour une espèce rare de zoo que de respect militaire. Le doute flottait dans tout le régiment. Que pourra bien faire cette sous-lieutenant au visage si jeune et si pâle? En traversant la place d'armes pour se présenter au chef de corps, des dizaines de pères d'yeux la suivaient depuis les fenêtres des bâtiments. Charlotte s'efforça de marcher le dos droit, mais ne put empêcher une sueur froide de perler le long de sa colonne vertébrale. L'entretien avec le chef de corps, un lieutenant-colonel, fut bref et sec. Il montra un intérêt passager pour son classement de major de promotion, mais se contenta de répéter d'un air impassible des principes généraux. Ici, il n'y a pas de traitement de faveur pour les femmes. La section que vous commanderez, la 3e, est la plus dure et la plus chargée en travail. Votre adjoint, le sergent-chef Bruno Dubois, est un vieux de la vieille. Apprenez de lui. Compris? A vos ordres, mon colonel. Compris. Charlotte répondit d'une voix forte, mais elle sentit dans le ton du chef de corps une pression tacite l'invitant à ne pas faire de vagues. Apprendre de lui signifiait ne pas contrarier le sergent-chef Dubois, elle le comprit instinctivement. La véritable épreuve commença lorsqu'elle ouvrit la porte du bureau de la 3e section. 2 hommes s'y trouvaient. L'un, à la peau tannée et au corps musclé et sec, dégageait l'aura d'un vétéran aguerri, le sergent-chef Bruno Dubois. L'autre, un sourire narquois collé au visage et l'air faussement sympathique, était le lieutenant Olivier Martel. Charlotte se présenta avec un salut réglementaire. « Marsouin, sous-lieutenant Charlotte de Valois. Je prends le commandement de la 3e section à compter de ce jour. Heureuse de travailler avec vous. » Le sergent-chef Dubois, affalé sur sa chaise, la toisa de la tête aux pieds. Pour toute réponse, il renifla avec mépris et continua de tripoter une pièce d'équipement de transmission qu'il tenait à la main. C'était un manque de respect flagrant, une insubordination manifeste envers un officier supérieur nouvellement arrivé. C'est alors que le lieutenant Martel, avec son air aimable, se leva et s'approcha d'elle. « Ah, la fameuse sous-lieutenant de Valois dont tout le monde parle. Bienvenue. Je suis le lieutenant Olivier Martel, chef de la 2e section. C'est un honneur pour le régiment d'accueillir un tel talent. N'est-ce pas un jour de fête? » Son ton était amical, mais Charlotte perçut dans son regard une légèreté et un calcul dissimulé. « Je compte sur vos conseils, mon lieutenant. » « Mais quels conseils? Nous allons nous entraider. Sergent-chef Dubois, notre nouvelle chef de section est arrivée. Vous ne la saluez pas? Ce n'est pas correct. » Sur l'insistance de Martel, Dubois se leva enfin, de travers. Il fixa Charlotte droit dans les yeux et dit d'une voix rauque, comme des cailloux qui roulent, « Mon lieutenant, ici, ce n'est pas un amphithéâtre de Saint-Cyr. Les théories que vous avez apprises sur les bancs de l'école ne valent pas un clou. Contentez-vous de ne pas prendre d'initiative malheureuse et d'écouter sagement ce que je dis, et tout ira bien. » Une hostilité et un avertissement explicite dès la première rencontre. Charlotte se mordit la lèvre inférieure. Elle réalisait douloureusement que c'était ici, le champ de bataille qu'elle avait choisi en déposant le bouclier de ses frères. « Je respecte votre expérience et votre ancienneté, sergent-chef. Cependant, la responsabilité du commandement de la 3e section m'incombe.
Je vous prierai donc de respecter la bienséance due à un supérieur. Quant à juger de mes compétences, ce sera le rôle du chef de corps et de mes soldats, pas le vôtre. À sa réplique calme mais ferme, les sourcils épais du sergent-chef Dubois frémirent. À côté, le lieutenant Martel ne cachait pas son amusement, comme s'il assistait à une pièce de théâtre intéressante. Le combat solitaire de Charlotte de Valois, l'étrangère jetée sur la terre d'acier des Marsouins, commençait de manière difficile. Le commandement de Charlotte était une guerre invisible et continue. Son plus grand adversaire était sans conteste son adjoint, le sergent-chef Bruno Dubois. Avec 15 ans de service comme sous-officier de transmission, il était un expert reconnu, connaissant sur le bout des doigts chaque réseau et chaque équipement du régiment. Naturellement, les soldats faisaient plus confiance au chef Dubois qu'à la nouvelle sous-lieutenant de Valois, et il utilisait habilement cet avantage pour saper son autorité. Chaque matin, lors de la revue du matériel présidée par le chef de section, lorsque Charlotte exposait les nouvelles doctrines et les méthodes de vérification efficaces apprises à Saint-Cyr, Dubois jetait immanquablement un froid. « Mon lieutenant, cette méthode n'est pas adaptée à la réalité du terrain. Si on manipule ces équipements comme ça, on va les casser. On va faire comme j'ai toujours fait. » Puis, ignorant publiquement ses ordres, il commandait aux soldats de procéder selon ses propres habitudes. Les soldats, désemparés, ne savaient que faire, jetant des regards inquiets entre Charlotte et Dubois. « Sergent-chef, pour commencer, suivez mes instructions. Il est du devoir d'un chef de vérifier si une nouvelle méthode pose réellement problème. Vérifier? Ce n'est pas un laboratoire ici, mon lieutenant. Nous sommes en première ligne, un obus pourrait tomber du nord demain. Je ne peux pas risquer la vie de nos hommes pour vos expériences hasardeuses. » En apparence, ces paroles semblaient motivées par le souci du régiment. Mais en réalité, elles cachaient une profonde méfiance envers une jeune officier femme sans expérience du terrain et une arrogance qui disait « Qui es-tu pour oser m'apprendre mon métier ?» En sapant l'autorité de Charlotte devant les soldats, il cherchait à affirmer que son influence était supérieure à celle du chef de section. Une fois, lors d'un exercice nocturne de déploiement d'un réseau de communication d'urgence, un imprévu survint. Une pluie torrentielle soudaine avait provoqué un glissement de terrain dans la zone où la ligne principale était enterrée. Charlotte, sans paniquer, analysa calmement la situation selon le manuel d'urgence et organisa les équipes de réparation. Équipe 1, passer par la route A, équipe 2 par la route B pour vérifier l'état du câble et me faire un rapport. Équipe 3, préparer l'équipement de rechange et rester en attente. C'est alors que Dubois l'interrompit. « Mon lieutenant, c'est de la folie d'envoyer les hommes dehors sous cette pluie. Surtout la route A, c'est une zone à risque d'éboulement. J'y vais seul voir ce qu'il en est. Négatif. Agir seul est encore plus dangereux. Il faut respecter le principe du binôme. Le manuel, toujours le manuel. Vous croyez que l'armée fonctionne en suivant à la lettre ce qui est écrit dans les livres ? » Dubois cria, attrapa une radio et se précipita sous la pluie battante. Charlotte resta un instant sans voix face à son insubordination, mais retrouva vite son sang-froid et commanda les soldats restants. Au lieu de la route A où Dubois s'était dirigé, elle envoya l'équipe 2 sur la route C, une autre possibilité identifiée après analyse de la carte topographique. Son jugement fut le bon. Le problème ne venait pas d'un câble endommagé, mais d'un court-circuit dans le boîtier d'alimentation du relais sur la route C. L'équipe 2 connecta rapidement l'alimentation de secours et le réseau redevint opérationnel. Bien plus tard, Dubois revint, couvert de boue et bredouilles, et constata, le visage fermé, que la situation était déjà résolue. Il ne dit pas un mot. À cet instant, le regard des soldats sur Charlotte changea subtilement. Pour la première fois, ils comprirent confusément que sa théorie n'était pas un simple exercice intellectuel, mais qu'elle reposait sur une capacité d'analyse pointue capable de percer les aléas du terrain. Cependant, au lieu de reconnaître son erreur de jugement, le sergent-chef Dubois ne fit qu'attiser sa haine envers Charlotte. En public, il l'ignorait ouvertement. En privé, avec les autres sous-officiers, il la traitait de pétasse chanceuse. Dans l'armée, la hiérarchie visible n'est pas tout. Il existe une hiérarchie invisible, celle de l'ancienneté et de l'expérience du terrain. Le sergent-chef Dubois régnait en maître sur cette hiérarchie invisible, poussant chaque jour Charlotte, sa supérieure officielle, sur un champ de bataille sans armes à feu. Chaque soir, dans sa chambre,
Charlotte dépliait une carte d'état-major usée et se faisait une promesse. Je le prouverai par mes compétences. Je franchirai ce mur, aussi solide soit-il, par ma propre force. Plus insidieux que le mépris affiché de Bruno Dubois, il y avait la bassesse cachée derrière le masque du lieutenant Olivier Martel, chef de la 2e section. En apparence, il se comportait toujours en bon camarade, soucieux de Charlotte. « Sous-lieutenant, ne vous en faites pas trop. Dubois est un peu brut de décoffrage, c'est tout. Je vais le prendre à part plus tard pour le recadrer. Oh là là, notre sous-lieutenant de Valois qui travaille dur sur ses plans d'entraînement. Tenez, un café, ça vous aidera. » Il portait le masque du collègue bienveillant et du soutien solide, offrant du café et des tapes amicales sur l'épaule. Mais dès que Charlotte avait le dos tourné, il révélait ses crocs de vipère. Aux messes des officiers ou dans le fumoir, des lieux où les cadres se retrouvaient, il répandait habilement des rumeurs malveillantes à son sujet. Cette de Valois, soi-disant major de promotion, c'est du pipeau. Forte en théorie, mais nulle sur le terrain. Vous croyez pas qu'elle fait les yeux doux au chef de corps? Les femmes sont douées pour ça. Si Dubois en est arrivé là, c'est pas pour rien. Elle est tellement à côté de la plaque qu'il en peut plus. Je la vois faire, c'est une vraie boulet. Ces rumeurs mêlaient si adroitement vérité et mensonge qu'elles avaient un pouvoir diabolique, poussant les gens à y croire sans douter. Les gens commençaient à se dire « Un officier comme lui n'irait pas jusqu'à mentir à ce point » et acceptaient ses paroles. Au sein du régiment, Charlotte se voyait coller l'étiquette de la femme incompétente promue par chance, de celle qui aguichait les cadres masculins, de la subalterne, sans respect pour ses sous-officiers expérimentés. Une fois, un repas de cohésion de la compagnie fut organisé. Pour détendre l'atmosphère pesante, Charlotte prit l'initiative de servir à boire aux autres cadres. Lorsqu'elle tendit un verre au lieutenant Martel, il s'exclama d'une voix théâtrale, comme s'il n'attendait que ça. « Oh, regardez tous, un verre précieux offert par la déesse de notre compagnie, la sous-lieutenant de Valois. Allez, tous ensemble, applaudissons notre sous-lieutenant. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Quelques cadres, éméchés, lancèrent des plaisanteries graveleuses. « Sers pas que Martel, j'en veux un aussi. Servi par une beauté pareille, le vin doit avoir un goût de miel. » Charlotte sentit son visage brûler, mais pour ne pas gâcher l'ambiance, elle s'efforça de sourire et servit les autres. Profitant de l'instant, Martel se pencha vers Dubois et lui chuchota « Regardez-moi ça, sergent-chef. Est-ce le rôle d'un chef de section de servir à boire comme ça aux hommes? On se croirait dans un bar à hôtesse. » Le visage rougi par l'alcool, Dubois lança, assez fort pour que Charlotte l'entende. Elle aurait dû être serveuse dans un bar de luxe, pas chef de section. Sa voix était basse, mais dans le brouhaha, elle frappa l'oreille de Charlotte comme un poignard. Sa main se mit à trembler de rage. Les crocs de la vipère, cachés derrière le masque d'un sourire bienveillant, venaient de s'enfoncer profondément dans son cœur. Après cet épisode, Charlotte se méfia encore plus de Martel, mais il était trop rusé pour se laisser prendre. Il gardait toujours son visage de bon camarade soucieux d'elle, et sa méchanceté se dissimulait toujours dans l'épais brouillard des rumeurs. Charlotte sombrait peu à peu dans un profond isolement. Elle ne pouvait se confier à personne. De retour dans sa chambre, elle hésita des centaines de fois à appeler ses frères. Mais se rappelant son serment de prouver sa valeur par elle-même, elle reposait silencieusement le combiné. La blessure laissée par les crocs de la vipère cachée derrière un sourire était bien plus profonde et douloureuse que celle infligée par une hostilité déclarée. Si Charlotte était une paria parmi les cadres, un changement silencieux mais significatif s'opérait au sein des soldats de sa 3e section. D'abord méfiants, la considérant comme une pistonnée au joli minois, les soldats commencèrent avec le temps à ressentir sa sincérité et à reconnaître ses compétences. Charlotte était un leader qui montrait l'exemple plutôt que d'imposer son autorité. Chaque matin, elle courait avec ses hommes, en treillis et pactage complet. Pour les tâches les plus ardues et les plus salissantes, elle était toujours la première à retrousser ses manches. Creuser des tranchées dans la terre gelée ou entretenir des équipements de transmission couverts de graisse, rien ne la rebutait. De plus, elle traitait chaque soldat comme une personne à part entière. Quand un soldat se tordait la cheville à l'entraînement, elle le portait sur son dos jusqu'à l'infirmerie. Elle passait des nuits à écouter et conseiller un soldat qui souffrait d'une rupture amoureuse.
Elle était le seul cadre à connaître non seulement les noms et les fonctions de ces hommes, mais aussi leur histoire familiale et leurs projets d'avenir. Le soldat de première classe Léo Roussel, en particulier, observait Charlotte de près et développa pour elle un profond respect. Étudiant en génie électronique dans le civil, Léo était un jeune homme brillant mais d'un naturel calme et introverti, qui n'aimait pas se faire remarquer et s'adaptait tout juste à la vie militaire. La première personne à reconnaître son talent fut Charlotte. Un jour, le vieux système de communication tactique du régiment se mit à subir des pannes répétées et inexpliquées. Le sergent-chef Dubois, agacé, se contenta de dire que c'était normal et qu'il suffisait de redémarrer. Charlotte, elle, fut différente. Elle appela discrètement Léo Roussel et lui demanda son avis. « Roussel, selon vous, quel est le problème fondamental de ce système ?» D'abord surpris qu'un officier l'interroge sur son domaine de compétence, Léo prit son courage à deux mains et expliqua son analyse. « Mon lieutenant, ce système est basé sur un logiciel ancien qui entre en conflit avec les modules de cryptage récents. Je pense que je peux le stabiliser en modifiant quelques lignes de code. » Charlotte l'écouta attentivement jusqu'au bout, puis lui tapa sur l'épaule avec confiance. « Très bien. Essayez. Je vous fais confiance. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous soutiendrai. » Léo Roussel passa la nuit à analyser le système et à modifier le code. Le lendemain, comme par magie, toutes les erreurs avaient disparu et la vitesse de communication était même meilleure qu'avant. Le sergent-chef Dubois minimisa l'exploit, marmonnant que c'était un coup de chance, mais les autres soldats n'en cachaient pas leur admiration. Et Léo Roussel ressentit une gratitude éternelle envers sa chef de section qui lui avait fait confiance et lui avait donné sa chance. Suite à cet événement, les soldats commencèrent à suivre sincèrement Charlotte. Ses ordres n'étaient plus perçus comme les directives idéalistes d'une nouvelle sous-lieutenant, mais comme les décisions rationnelles d'un chef compétent qui les comprenait. Les résultats à l'entraînement s'améliorèrent de façon spectaculaire et la 3e section, autrefois considérée comme une section à problème, devint la plus dynamique et la plus soudée de la compagnie. La confiance solide de ces hommes était pour Charlotte comme une fleur éclose sur une terre gelée. Chaque fois que son cœur se glaçait sous l'effet de l'ostracisme et du mépris des autres cadres, le regard pur de ces soldats et leurs mots, « Mon lieutenant, on vous fait confiance », lui donnaient la force de se relever. Elle comprit que le véritable leadership ne venait pas des galons, mais de la confiance qui unit les cœurs. Et elle se jura que, pour protéger ces petites fleurs qui croyaient en elle, elle ne tomberait jamais dans cette bataille. L'hiver dans la Sarthe était, comme sa réputation le voulait, rigoureux. Avec des températures ressenties plongeant bien en dessous de négatif 10 degrés Celsius, l'exercice grand froid commença, la plus grande épreuve et la plus grande opportunité pour un soldat. Cet exercice testait les limites de l'endurance physique et mentale de chaque membre du régiment. Pour la compagnie de transmission, cerveau et système nerveux de l'unité, son succès ou son échec déterminait le sort de tout le régiment. Pour Charlotte, cet exercice était l'unique chance de prouver officiellement ses compétences de commandement en y mettant tout ce qu'elle avait. Des semaines avant le début, elle passa des nuits blanches à élaborer son plan d'opération. Elle analysa en détail les rapports des 5 dernières années de l'exercice Grand Freud pour en identifier les failles, et prépara des plans de secours pour des dizaines de scénarios imprévus, en tenant compte de la météo hivernale changeante et de la topographie complexe de la région. Le plan d'opération qu'elle rédigea était si méticuleux et parfait qu'il aurait pu servir de manuel à Saint-Cyr. Lors de la réunion de planification à laquelle participait toute la compagnie, les chefs de section présentèrent tour à tour leurs plans. Le lieutenant Martel lut un rapport insipide qui semblait être une simple copie de celui de l'année précédente, avec juste un titre différent. Les autres chefs de section ne sortirent pas non plus des sentiers battus. Vint enfin le tour de Charlotte. Lorsqu'elle monta sur l'estrade, un froid subtil et glacial envahit la salle de réunion, comme à chaque fois. Le sergent-chef Dubois, les bras croisés, la foudroyait d'un regard méprisant. Martel chuchotait et ricanait avec son voisin. Mais Charlotte ne se laissa pas déstabiliser. D'une voix assurée et fluide, elle commença à exposer son plan. Pour cet exercice, la 3e section abandonnera le mode de fonctionnement monofréquence traditionnel. Nous mettrons en place et exploiterons simultanément un réseau de secours basé sur le saut de fréquence multiple.
Cela vise à empêcher toute interruption des communications en cas de brouillage ennemi ou de perturbation sur une bande de fréquence spécifique due au froid intense. Utilisant des images satellites militaires et des cartes topographiques en 3D, elle présenta les itinéraires les plus efficaces pour le déploiement du réseau et l'emplacement des relais. Elle détailla, étape par étape, des protocoles de réponse spécifiques pour chaque situation imprévue imaginable. Sa présentation était logique, concise, et elle répondait à chaque question sans la moindre hésitation. L'atmosphère de froideur et de moquerie qui régnait dans la salle se transforma peu à peu en respect et en admiration. Les officiers cessèrent de chuchoter et se concentrèrent entièrement sur sa présentation. Son plan n'était pas une simple répétition des méthodes existantes. C'était une idée révolutionnaire qui changeait le paradigme des opérations de transmission. À la fin de sa présentation, le chef de corps, pour la première fois, la regarda avec une admiration sincère et déclara : « Sous-lieutenant, votre plan est remarquable. Si vous parvenez à l'exécuter sur le terrain comme prévu, vous serez sans aucun doute le MVP de cet exercice. » C'était Charlotte qui recevait les éloges, mais ce furent les visages de Dubois et Martel qui rougirent. Dubois, en particulier, qui n'avait cessé de la dénigrer en l'accusant de n'avancer que des théories livresques, ignorant son expérience analogique, se sentit profondément humilié et menacé de l'avoir présenté un plan d'opération si avancé qu'il était lui-même incapable de le comprendre. Martel, lui aussi, ne put cacher son mécontentement de voir que les rumeurs qu'il avait répandues sur son incompétence étaient en train de se retourner contre lui. À la sortie de la réunion, Martel s'approcha de Charlotte et lui lança d'un ton sarcastique : « Eh bien, notre sous-lieutenant a dû passer ses nuits à potasser. Mais dommage que l'entraînement ne se gagne pas à l'intelligence. Reste à voir si le corps suivra. » Le sergent-chef Dubois la croisa sans un mot, le regard brûlant de colère. Charlotte ne prêta pas attention à leur réaction. Ce n'est que le début. Un plan, aussi parfait soit-il, n'est qu'un bout de papier s'il n'est pas validé par des résultats. Elle se tourna vers ses soldats qui la suivaient avec confiance. Dans leurs yeux, elle lut une attente et une foi nouvelle, plus forte qu'auparavant. Charlotte se fit une promesse solennelle. Elle mènerait cet exercice à la réussite pour rendre fiers ceux qui croyaient en elle, et elle punirait par sa compétence ceux qui cherchaient à l'écraser. Alors que le prélude d'un hiver rigoureux résonnait, elle affûtait silencieusement ses armes pour la bataille décisive. L'exercice grand froid commença pour de bon. Dans un vent glacial qui coupait la peau et une neige épaisse jusqu'aux genoux, tous les soldats du régiment menaient un combat acharné contre un ennemi fictif, dans des conditions quasi réelles. La 3e section de Charlotte était chargée de la mission cruciale de déployer et de maintenir le réseau de communication entre le poste de commandement, cerveau de l'exercice, et les unités subordonnées. Comme prévu, Charlotte déploya une opération redondante, établissant simultanément le réseau principal et un réseau de secours basé sur le saut de fréquences multiples. Le sergent-chef Dubois se plaignait à chaque occasion, qualifiant cette initiative de stupidité qui double le travail pour rien, mais sous le commandement confiant de Charlotte, les soldats obéirent sans broncher. Léo Roussel et les autres membres de la section, en particulier, avaient une confiance absolue en ses compétences, et accomplirent cette tâche ardue et nouvelle sans une seule plainte, donnant le meilleur d'eux-mêmes. La 3e nuit de l'exercice, la température chuta à -15 degrés Celsius. C'est à ce moment-là que l'incident se produisit. Le réseau de communication principal de tout le régiment fut soudainement paralysé par une puissante attaque de brouillage ennemi. Le poste de commandement sombra dans le chaos. Les hurlements de colère du chef de corps retentirent. Tous les yeux et toutes les oreilles du régiment étaient devenus aveugles et sourds. Transmission : « Qu'est-ce que vous foutez ? Rétablissez-moi ça tout de suite. » Le chef de la compagnie de transmission, Blême, criait sur les différentes sections. Cause identifiée ? Qui est responsable de cette zone ? Le problème venait du réseau central, sous la responsabilité de la 2e section. Le lieutenant Martel s'était laissé prendre au dépourvu par l'attaque de guerre électronique ennemie prévue dans le scénario de l'exercice. Paniqué, il s'agitait en tous sens, répétant seulement « Le brouillage est trop puissant. Le traçage est impossible, incapable de proposer une solution adéquate. » Alors que le chef de compagnie, furieux, s'apprêtait à jeter son bâton de commandement, la voix calme et claire de Charlotte résonna dans tout le poste de commandement via la radio. « Mon capitaine, ici chef de section 3e.
demande autorisation de basculer tous les canaux sur le réseau de secours opéré par la 3e section. Notre réseau de secours, basé sur le saut de fréquence, n'est pas affecté par le brouillage ennemi. Un silence soudain s'abattit sur le poste de commandement. Tous, n'en croyant pas leurs oreilles, fixèrent le haut-parleur d'où sortait la voix de Charlotte. Le chef de compagnie, incrédule, demanda « Quoi? Le réseau de secours est opérationnel? C'est possible? » « Affirmatif, mon capitaine. Je peux rétablir immédiatement la liaison entre le commandement du régiment et les compagnies et restaurer le système de commandement et de communication. » Sur les instructions de Charlotte, Léo Roussel bascula habilement le système. Comme par miracle, les écrans du poste de commandement se rallumèrent les uns après les autres. Les liaisons coupées furent rétablies et la voix du chef de corps retentit puissamment dans les haut-parleurs. Le système nerveux du régiment, paralysé, venait de ressusciter parfaitement. L'opération innovante de Charlotte avait brillé au moment décisif. Sa théorie, que tout le monde avait tournée en dérision comme inutile et impossible, venait de sauver tout le régiment de la pire des crises. Une fois la situation stabilisée, le chef de compagnie se rendit en personne au bunker de transmission de la 3e section. Il fut impressionné de voir Charlotte diriger calmement la situation et ses soldats s'activer de manière parfaitement coordonnée. « Sous-lieutenant, vous avez réussi. À vous seul, vous avez sauvé tout le régiment. » Il lui tapa sur l'épaule, la félicitant sincèrement. Les soldats de la section se prirent dans les bras en criant de joie. Leurs visages rayonnaient de fierté et de bonheur d'avoir surmonté cette épreuve extrême. En revanche, l'ambiance dans le bunker de la 2e section était infernale. Le lieutenant Martel, son incompétence exposée au grand jour, gardait la tête basse, sans un mot. À côté de lui, le sergent-chef Dubois, témoin de la scène, voyait Charlotte recevoir tous les honneurs et les éloges et serrait les poings en tremblant. Ses yeux brûlaient de jalousie et de rage. Il ne pouvait tout simplement pas accepter que ses 15 ans d'expérience aient été si misérablement défaits par la théorie d'une jeune officier femme fraîchement sortie de l'école. Le champ de bataille silencieux était de nouveau connecté. Mais dans leur cœur, les sentiments de haine et de jalousie se tordaient encore plus. L'exploit retentissant de Charlotte se répandit comme une traînée de poudre dans tout le régiment. Lors du débriefing après l'exercice, le chef de corps la nomma personnellement et la couvrit d'éloges devant tous les soldats. Le véritable héros de cet exercice grand froide est la sous-lieutenant Charlotte de Valois, chef de la 3e section de la compagnie de transmission. Sans sa préparation minutieuse et sa capacité opérationnelle innovante qui dépasse l'entendement, cet exercice se serait soldé par un échec cuisant. Que tous les soldats prennent exemple sur son esprit militaire dévoué et son professionnalisme. Le chef de corps lui remit en personne une lettre de félicitations. En montant sur l'estrade pour la recevoir, elle ressemblait à une lueur d'espoir née sur un champ de bataille désespéré. Les regards de doute et de mépris qu'il avait accueillis à son arrivée s'étaient désormais transformés en admiration et en respect. Les autres officiers n'osaient plus la traiter avec désinvolture, et même les sous-officiers durent reconnaître ses compétences de commandement. Le moral des soldats de la 3e section, en particulier, était au zénith. En voyant leur chef de section recevoir une récompense des mains du chef de corps, ils se réjouirent comme si c'était eux qui l'avaient reçue et portèrent Charlotte en triomphe. « Mon lieutenant, vous êtes la meilleure. Notre chef de section, c'est la classe mondiale. » Léo Roussel observait la scène un peu à l'écart, un léger sourire aux lèvres. Il considérait que rencontrer un leader comme Charlotte était la plus grande chance et le plus grand honneur de sa vie militaire. Mais plus la lumière est vive, plus l'ombre qu'elle projette est sombre et épaisse. Plus les louanges pleuvaient sur Charlotte, plus les ténèbres dans les cœurs de Bruno Dubois et Olivier Martel devenaient profondes et visqueuses. Après le débriefing, Martel s'approcha de Dubois et jeta de l'huile sur le feu. « Regardez-moi ça, sergent-chef. À cause de cette gamine, nous, les vétérans, on passe pour quoi? Vous allez continuer à travailler sous les ordres d'une débutante comme ça, vous qui avez 15 ans de service ?» Bruno Dubois ne répondit rien, se contentant d'expirer une bouffée de fumée âcre. Son visage était rouge de colère et d'humiliation. Il avait consacré toute sa vie à l'armée, vivant de la fierté de son expérience et de ses compétences. Et voilà que Charlotte, qui l'avait méprisée et tenté d'écraser parce qu'elle était fraîchement diplômée,
et surtout une femme, venait de prouver qu'elle possédait des compétences incomparablement supérieures aux siennes. Son ego était en 1000 morceaux. Le lieutenant Martel était dans le même état. Le succès de Charlotte lui faisait l'effet d'un projecteur qui mettait encore plus en lumière sa propre incompétence. Il ne supportait pas l'idée que les rumeurs qu'il avait répandues pour la dénigrer se retournent maintenant contre lui en flèches de moquerie et de blâme. Il faut l'écraser, cette salope. Il faut lui briser les ailes avant qu'elle ne vole plus haut. Leurs regards sales se croisèrent dans le vide. Un consensus visqueux, mêlant désir abject et jalousie vile, venait de se former. Pour éteindre à jamais la lumière qu'était Charlotte, ils étaient prêts à vendre leur âme au diable. Charlotte, elle, ne se laissait pas griser par les honneurs qui lui étaient rendus. Au contraire, elle ressentait une responsabilité encore plus grande et redoublait de rigueur. Mais elle ne se doutait pas de l'ombre épaisse et menaçante qui s'étendait vers elle. L'espoir qui avait brillé dans le désespoir était devenu, à cause de sa propre lumière, une cible encore plus dangereuse. Un repas de cohésion de la compagnie fut organisé pour célébrer le succès de l'exercice. Mais ce qui devait être un moment de fête et de félicitations se transforma rapidement en une scène d'humiliation, un déferlement de jalousie et de complot contre Charlotte. La vedette de la soirée était bien sûr Charlotte. Le chef de compagnie et les autres cadres lui offrirent tour à tour des verres en la comblant de louanges. « Sous-lieutenant, vous avez été formidable. Vous êtes désormais le trésor de notre compagnie. » Charlotte remercia en acceptant les verres, mais elle sentait distinctement, dans un coin, 2 regards brûlants dirigés vers elle, ceux de Bruno Dubois et Olivier Martel. Alors que la soirée battait son plein, Martel se leva, comme s'il n'attendait que ça. Faisant semblant d'être ivre, il tituba jusqu'à Charlotte et passa nonchalamment son bras autour de ses épaules. « Allez, tout le monde! Portons un toast à l'héroïne du jour, la sous-lieutenant de Valois. Sans elle, notre chef de compagnie et tous les cadres auraient pu perdre leur poste, pas vrai? » Ces paroles se voulaient un compliment, mais elles cachaient une pique sournoise. À cause de toi et de ton zèle, on a failli passer pour des nuls. Alors que Charlotte, mal à l'aise, tentait de repousser son bras, Martel la serra plus fort contre lui d'une manière visqueuse. « Oh, notre sous-lieutenant est timide. Allez, c'est tonton qui te sert un verre spécial. » C'est alors que Bruno Dubois, complètement ivre, se leva d'un bond et hurla. « La ferme! Pourquoi tout ce foin pour pas grand-chose? C'est pas parce qu'elle a eu un coup de chance une fois. Le brouhaha de la fête cessa d'un coup, comme si on avait jeté un seau d'eau froide. Tous les regards se tournèrent vers Dubois. Il pointa Charlotte du doigt et continua. « Voir une salope comme ça se la péter en tant que chef de section, ça montre bien où va l'armée. Qu'est-ce qu'elle sait faire, à part ce qu'elle a appris le cul sur une chaise à Saint-Cyr, hein? C'est en faisant sa renarde et en aguichant les gradés qu'elle a eu sa lettre de félicitations, non? » C'était une insulte et une humiliation publique inimaginable. Le visage de Charlotte devint livide. Devant ses soldats, devant tous ses collègues, sa dignité et son honneur étaient piétinés sans défense. D'une voix tremblante, Charlotte répliqua. « Sergent-chef, assumez-vous la responsabilité de ce que vous venez de dire? » « La responsabilité? De quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Qui n'a pas vu comment tu minaudais devant le chef de corps? » La situation s'envenimant, le chef de compagnie intervint pour calmer Dubois. « Dubois, ça suffit. Tu as trop bu. » Mais Dubois avait déjà perdu la raison et continuait de s'agiter. Martel, à côté, faisait semblant de le calmer tout en l'excitant davantage. « Allons, sergent-chef, calmez-vous. La sous-lieutenant ne connaît pas encore bien la vie militaire, elle a dû faire une erreur. » Ces paroles jetèrent de l'huile sur le feu. Charlotte ne put en supporter davantage. Elle se leva et, d'une voix glaciale, déclara « Sergent-chef Bruno Dubois, je porterai plainte officiellement contre vous pour insubordination et diffamation. Et vous, lieutenant Olivier Martel, votre complicité et votre incitation ne resteront pas impunies non plus. » Sa réponse ferme et légale figea un instant les visages de Dubois et Martel. La soirée était complètement gâchée. Charlotte quitta cette scène infernale en claquant la porte. L'air froid de la nuit lui fouetta les joues, mais la rage et l'humiliation qui bouillonnaient en elle ne s'apaisaient pas. La folie nommée jalousie était bien plus virulente et contagieuse qu'elle ne l'avait imaginé. Elle paralysait la raison d'un homme, détruisait la discipline d'une organisation et mettait en pièces l'honneur d'un individu.
Charlotte comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce n'était plus une simple querelle, mais une bataille pour sa raison d'être en tant que soldat. C'était la dernière nuit de l'exercice. La plupart des troupes, soulagées, se préparaient à rentrer, mais la troisième section accomplissait jusqu'au bout la tâche ardue de vérifier et de démonter le matériel de transmission. Charlotte dirigeait silencieusement les opérations avec ses hommes jusque tard dans la nuit. Depuis l'incident du repas de cohésion, l'atmosphère dans l'unité était aussi tendue qu'une bombe à retardement. Charlotte avait officiellement demandé au chef de compagnie de sanctionner le sergent-chef Dubois, mais celui-ci, soucieux de la prochaine période de mutation, avait tenté d'étouffer l'affaire en lui demandant de ne pas faire de vagues. Olivier Martel, lui, jouait parfaitement le rôle du témoin innocent qui n'avait rien à voir avec tout ça. Alors que le travail était presque terminé, Charlotte partit seule vérifier une dernière fois une antenne de secours installée à la périphérie du camp. Elle avait renvoyé ses soldats, épuisés, se reposer. Dans l'obscurité totale, seule la lumière de sa lampe torche éclairait le chemin. Au moment précis où elle terminait sa vérification et se retournait, une ombre plus sombre et plus lourde que la nuit s'abattit sur elle. Elle n'eut même pas le temps de crier qu'une main énorme lui bâillonna la bouche. Une odeur écœurante d'alcool et une respiration haletante, bestiale, lui parvinrent aux oreilles. C'était le sergent-chef Dubois. « À cause de toi, salope. À cause de toi, mes 15 ans de carrière sont foutus. » Ses yeux étaient injectés de sang, de haine et de folie. Il attrapa Charlotte par le col et la jeta au sol comme un paquet. Charlotte se cogna violemment l'arrière de la tête, mais elle n'eut pas le temps de sentir la douleur et se débattit. Elle tenta d'utiliser les techniques de self-défense apprises à Saint-Cyr pour viser ses points vitaux, mais face à sa force écrasante et à sa violence aveugle, tout fut inutile. Osez porter plainte contre moi. Espèce de garce insolente et prétentieuse. Le sergent-chef Dubois, ayant perdu toute raison, se mit à la frapper. Une pluie de coups s'abattit sur son visage et son corps. Sa lèvre éclata, le sang gicla. Une douleur fulgurante, comme si tous ses os se brisaient, la submergea. Sa vision se brouilla, sa conscience commença à s'évanouir. Vais-je mourir ici? Alors qu'elle rassemblait ses dernières forces pour mordre son bras, sa lourde botte militaire frappa violemment son flanc. Un cri étranglé s'échappa de sa gorge et son corps se plia en deux comme une feuille de papier. Son corps devint flasque. Dubois, à bout de souffle, regarda Charlotte, inerte. Il réalisa un instant la gravité de son acte et paniqua, mais son visage redevint vite vil et abject. Il défit délibérément le haut de l'uniforme de Charlotte pour faire croire à un autre type d'agression. C'est à ce moment-là qu'une autre silhouette apparut dans l'obscurité. C'était le lieutenant Olivier Martel. Il avait assisté à toute la scène depuis le début. Du moment où Dubois avait attaqué Charlotte jusqu'à la fin de son déchaînement de violence. Dans sa conscience qui s'estompait, Charlotte vit le visage de Martel. Un sauveur? Mais son visage ne montrait ni surprise ni inquiétude, seulement un calcul froid et une satisfaction malsaine. Il ne s'approcha pas de Charlotte, étendue au sol. Il alla plutôt vers Dubois, paniqué, lui attrapa l'épaule et lui chuchota à voix basse. « Sergent-chef, reprenez-vous. Si on la laisse comme ça, on est tous les deux finis. » La dernière lueur s'éteignit dans les yeux de Charlotte. Elle avait été attaquée par une bête, mais une autre, un démon, avait encouragé, observé et savouré la folie de cette bête. Cette nuit-là, l'uniforme et l'honneur du soldat français sombraient misérablement dans les ténèbres les plus profondes. Quand Charlotte reprit conscience, ce fut l'odeur d'antiseptique et le contact froid du lit de l'infirmerie qui l'assaillirent. Sa tête allait exploser et son corps pesait une tonne. Le médecin militaire lui expliqua d'un ton mécanique qu'elle avait glissé et dévalé une pente lors d'une mission de nuit. Un mensonge flagrant. Non. J'ai été agressé par le sergent-chef Dubois. Charlotte prononça péniblement la vérité à travers ses lèvres fendues, mais le médecin évita son regard et se contenta de dire « Sous-lieutenant, vous devez vous reposer. Il se peut que ce soit une confusion due au choc. » Peu après, le chef de compagnie, le capitaine Marc Lemaire, arriva. Il était le premier responsable hiérarchique de cet incident. Charlotte plaça en lui son dernier espoir, celui qu'il rétablirait la justice en tant que chef. « Mon capitaine, ce n'est pas un simple accident. C'est une insubordination flagrante et un crime. Le sergent-chef Dubois m'a. Mais le capitaine Lemaire,
lui coupa brutalement la parole. Son visage n'exprimait pas l'inquiétude pour sa subordonnée, mais l'agacement d'avoir un problème sur les bras et l'anxiété pour sa propre carrière. « Sous-lieutenant, ne faites pas d'histoire. Je suis en lice pour ma promotion au grade de commandant. Vous voulez ruiner ma carrière ?» Charlotte n'en crut pas ses oreilles. Un de ses officiers subalternes venait de subir une agression et une insubordination qui avaient failli lui coûter la vie, et la première préoccupation de son supérieur était sa promotion. « Ma promotion est-elle si importante maintenant ? C'est la vie d'une personne qui est en jeu. Une vie ? Vous avez des preuves ? Qui a vu quelque chose ? Dit le capitaine Lemaire d'un ton moqueur. Tout le régiment sait que vous ne vous entendiez pas avec le sergent-chef Dubois. Et si on vous accusait de l'incriminer par vengeance personnelle, c'est à ce moment que le lieutenant Martel entra dans l'infirmerie. Faisant semblant de ne rien savoir, il s'approcha de Charlotte avec l'air le plus inquiet du monde. « Sous-lieutenant, comment allez-vous ? J'étais si inquiet quand je vous ai trouvée inconsciente. » Charlotte, s'accrochant à une dernière lueur d'espoir, le supplia. « Mon lieutenant, vous avez vu, n'est-ce pas ? Vous avez vu le sergent-chef Dubois me frapper. Vous étiez là. S'il vous plaît, dites la vérité. » Martel tressaillit un instant, mais reprit vite son aplomb. Après un échange de regards avec le capitaine Lemaire, il mentit avec un naturel déconcertant. « De quoi parlez-vous, sous-lieutenant ? Je vous ai simplement trouvée inconsciente lors de ma ronde. Il n'y avait absolument personne autour. Une trahison parfaite. Une manipulation parfaite. Le seul témoin, non seulement se taisait, mais se rangeait du côté de l'agresseur en livrant un faux témoignage. Pour sauver sa peau, il avait choisi de devenir complice du crime plutôt que témoin de la vérité. » Charlotte était anéantie. Plus que la violence de l'agresseur, c'était l'égoïsme du supérieur qui ignorait la vérité et la lâche trahison du collègue qui avait tout vu qui la précipitèrent dans un abîme encore plus profond. Elle était piégée dans un gigantesque cartel du silence. Le capitaine Lemaire, rassuré par le faux témoignage de Martel, commença à persuader et à menacer Charlotte. « Vous avez entendu ? Il n'y a pas de témoin. Ne cherchez pas les ennuis et laissons tomber. C'est un ordre en tant que votre chef de compagnie. » Charlotte comprit. Dans cette forteresse d'acier, elle n'avait aucun allié. La justice, la vérité, l'honneur du soldat étaient piétinés sans pitié au nom de l'intérêt personnel, de la promotion et du silence lâche. Les spectateurs couards enterraient ainsi vivante l'âme d'une personne pour protéger leur royaume de tranquillité. Charlotte n'abandonna pas. Elle déposa officiellement une plainte auprès du chef de corps contre le sergent-chef Bruno Dubois pour agression et insubordination, contre le lieutenant Olivier Martel pour faux témoignage et manquement au devoir, et contre le capitaine Marc Lemaire pour dissimulation et abus d'autorité. Mais sa dernière et courageuse résistance se brisa contre le mur immense de l'institution. L'enquête formelle menée au niveau du régiment n'était qu'une mascarade dont la conclusion était écrite d'avance. Les officiers chargés de l'enquête étaient tous des proches du capitaine Lemaire. Dubois et Martel, s'étant mis d'accord au préalable, déclarèrent de concert que la sous-lieutenant de Valois, sous l'effet d'un stress excessif dû à l'entraînement, avait fait une crise d'hystérie, tenté de s'automutiler et était tombée toute seule. Leur version était absurde, mais grâce au travail de sape habile de Martel, qui avait répandu l'idée que Charlotte était une femme instable et hypersensible, quelques cadres prirent leur parole pour argent comptant. Personne ne témoigna en faveur de Charlotte. Les soldats de la 3e section qui la soutenaient sincèrement, limités par leur statut de simples soldats, n'osèrent pas intervenir. Ils s'inquiétaient pour elle et croyaient en son innocence, mais la peur réaliste des représailles, s'il se mêlait d'une affaire de cadre, les força au silence. Finalement, la commission de discipline du régiment classa l'affaire sans suite pour manque de preuves. Pire, elle infligea à Charlotte une sanction de plusieurs jours d'arrêt pour avoir accusé à tort un supérieur, terni l'honneur du régiment et nui à la cohésion. La balance de la justice était complètement brisée et inversée. Les agresseurs s'en sortirent sans la moindre sanction, tandis que la victime, Charlotte, fut accusée à son tour et punie. Bruno Dubois et Olivier Martel paradaient fièrement dans le régiment. Ils avaient gagné. Ils se moquaient ouvertement de Charlotte devant les autres cadres. Voilà ce qui arrive avec les femmes. Elles ne contrôlent pas leurs émotions et ne font que mentir.
Leur victoire ignoble renforça une perception déformée au sein de l'unité. Elle créa un précédent terrible et dangereux. On pouvait piétiner et s'amuser avec une jeune femme officier sans défense, en toute impunité. Charlotte fut consignée dans sa chambre, à l'infirmerie, quasiment séquestrée. Elle regardait par la fenêtre les soldats aller et venir sur le terrain d'entraînement. Le pays qu'elle voulait tant protéger, l'armée à laquelle elle voulait consacrer sa vie, était-ce donc un endroit si corrompu? Elle souffrait de maux de tête et de vertiges intenses, séquelles du coup reçues à la tête. Parfois, sa vision devenait floue. Plus que la douleur physique, c'était le profond sentiment d'impuissance et de trahison qui rongeait son âme. Devrais-je appeler mes frères? Elle hésita des dizaines, des centaines de fois. Un seul appel, et ses 3 frères, les hommes les plus puissants de la défense, pourraient réduire ce royaume corrompu et abject en cendres en un instant. Mais elle ne pouvait pas s'y résoudre. Ce serait renier ses propres convictions, son identité de soldat. Le serment qu'elle avait fait, de se faire reconnaître en tant que Charlotte de Valois, maintenait péniblement sa dernière fierté au milieu de cette humiliation et de cette souffrance. Face à une justice effondrée, elle gisait seule, en sang. Personne ne connaissait sa douleur et son désespoir. La forteresse d'acier étouffait ainsi la voix de la vérité et maintenait une paix factice. Une fois sa sanction terminée, le capitaine Lemaire releva Charlotte de son commandement de la 3e section. Il lui confia un poste subalterne de gestionnaire du matériel de la compagnie. C'était une mise au placard, une humiliation publique. Son nouveau lieu de travail était un vieil entrepôt couvert de toiles d'araignée et de poussière, dans le coin le plus reculé du camp. Un lieu oublié de tous. Un endroit désert où l'ombre d'une personne ne passait de la journée. Là, Charlotte devait trier et ranger des équipements de transmission cassés et des pièces rouillées. Elle était complètement isolée de ses soldats, et son temps s'était arrêté dans cet entrepôt abandonné. Bruno Dubois et Olivier Martel la provoquaient ostensiblement. Ils passaient délibérément devant l'entrepôt en riant et en parlant fort. « Hé, madame la gestionnaire, vous allez vous abîmer la peau à force d'avaler de la poussière. » Pour une femme, la peau, c'est la vie. Charlotte n'avait même plus la force de répondre à leurs moqueries. Elle faisait son travail en silence. Mais son corps et son esprit dépérissaient de jour en jour. Les maux de tête, séquelles de l'agression, étaient devenus chroniques. Maintenant, elle voyait double ou avait un œil qui se brouillait. La nuit, dans sa chambre vide, elle tremblait de peur. Le souvenir horrible de cette nuit revenait en cauchemar et l'empêchait de dormir. Elle parlait de moins en moins et passait plus de temps dans l'entrepôt sombre et humide qu'à la lumière du jour. Le capitaine Lemaire l'ignora complètement. Il espérait que Charlotte, ne supportant plus toutes ces humiliations et cette souffrance, démissionnerait d'elle-même. Si le problème disparaissait de lui-même, toute l'affaire serait parfaitement enterrée. Charlotte avait tout perdu en tant que soldat. Ces hommes qu'elle aimait tant, ceux qui suivaient ses ordres, et l'honneur du soldat qu'elle voulait défendre au péril de sa vie, l'entrepôt abandonné était devenu sa tombe de vivante. Un après-midi, en essayant de descendre une caisse de pièces rouillées d'une étagère haute, elle fut prise d'un vertige intense et chancela. Elle se rattrapa de justesse à l'étagère, mais tout devint noir et le monde se mit à tourner autour d'elle. Vais-je vraiment mourir ici, seule? Des larmes chaudes coulèrent sur ses joues. L'honneur d'être major de promotion, le serment ardent envers sa patrie, tout cela semblait aussi insignifiant qu'une poignée de poussière dans cet entrepôt froid et sombre. Elle était complètement abandonnée, par le monde et par elle-même. Dans l'entrepôt abandonné, son temps s'enfonçait silencieusement dans le marécage du désespoir. Alors que Charlotte sombrait dans l'oubli, une personne ne l'oubliait pas et la regardait avec une peine immense. Le soldat de première classe Léo Roussel. D'un naturel calme et introverti, il était un jeune homme intelligent et doté d'un grand sens de la justice. Témoin de toutes les injustices et horreurs que Charlotte avait subies, il nourrissait en secret une flamme de colère. Depuis que Charlotte avait été reléguée à l'entrepôt, Léo lui rendait visite de temps en temps. Au début, il prétextait des raisons professionnelles, comme faire valider des listes d'inventaire. Puis, il se mit à lui apporter discrètement un café chaud ou une barre de chocolat. « Mon lieutenant, madame la gestionnaire, vous avez mangé? Vous avez l'air si pâle. Vous êtes malade ?» À ces questions prudentes, Charlotte répondait par un faible sourire en disant que tout allait bien. Mais Léo voyait bien, à son visage d'une pâleur presque transparente et à son regard vide, que tout n'allait pas bien du tout.
Un jour, Léo se dirigea vers le vieil entrepôt avec des documents à lui remettre. La porte était entr'ouverte. En entrant, il se figea, le cœur s'arrêtant net. Charlotte était étendue sur le sol en ciment froid. « Mon lieutenant !» Léo cria en se précipitant vers elle. Elle était inconsciente, inerte. Alertée par ses cris, quelques autres soldats accoururent et Charlotte fut transportée d'urgence à l'infirmerie. Cet événement créa une petite onde de choc dans le calme apparent du régiment. Des chuchotements commencèrent à circuler prudemment parmi les soldats. Il paraît que la sous-lieutenant de Valois s'est évanouie. C'est sûrement à cause du stress causé par Dubois et Martel. Mais les cadres restaient froids et cruels. Le capitaine Lemaire minimisa et déforma l'incident, disant qu'elle était de nature fragile et avait simulé un malaise. Dubois et Martel allèrent jusqu'à l'insulter, prétendant qu'elle faisait semblant d'être malade pour ne pas que ses mensonges soient découverts. Léo Roussel tremblait de rage. Il décida qu'il ne pouvait plus rester les bras croisés face à cette situation absurde et ignoble. Il ne pouvait pas pardonner ces démons qui, alors que la vie d'une personne était en danger, ne pensaient qu'à étouffer la vérité pour préserver leur tranquillité. Juste avant que Charlotte ne s'évanouisse, il avait vu un vieux carnet sur son bureau. Dans ce carnet, elle avait méticuleusement noté, jour par jour, tout ce qu'elle avait vécu depuis son arrivée. L'insubordination de Dubois, les calomnies de Martel, la vérité sur l'agression et le processus de dissimulation. C'était le journal de son combat solitaire et acharné. Léo Roussel cacha discrètement le carnet dans son casier. Et il prit une décision. Il transformerait cette petite étincelle en un immense incendie qui réduirait en cendres leur royaume corrompu. Peu importait ce qu'il adviendrait de sa propre carrière militaire. Il pensait qu'il était temps de rendre à sa chef de section la confiance et le courage qu'elle lui avait montré. Un petit caillou venait d'être jeté dans un grand lac. L'onde était encore petite et faible, mais elle s'apprêtait à s'étendre, sans s'arrêter, de plus en plus loin, de plus en plus haut. Quelques jours après l'évanouissement de Charlotte, Léo Roussel était de garde de nuit au dépôt de munitions. Au cours de sa ronde, il passa par hasard près du fumoir utilisé par les cadres. Par la fente de la fenêtre, il vit une faible lueur et entendit des voix terriblement familières, celles de Bruno Dubois et Olivier Martel. Léo s'arrêta instinctivement et se cacha contre le mur sombre pour écouter. « Putain, elle me fait vraiment chier celle-là. Pourquoi il a fallu qu'elle s'évanouisse et nous attire des emmerdes ?» C'était la voix géniarde de Martel. Dubois répondit en ricanant. « C'est clair. Elle aurait dû rester dans son coin sans faire de vagues. Mais, tu crois que je l'ai pas un peu trop tapé ce soir-là ? Le coup à la tête, ça m'inquiète un peu. » Le cœur de Léo Roussel manqua un battement. C'était un aveu explicite. Martel baissa la voix et dit « T'inquiète pas, sergent-chef. Le capitaine Lemaire va tout arranger. Et puis, le seul témoin, c'est moi. Tant que je la boucle, personne ne saura rien. On s'en tient à notre plan. Charlotte est tombée toute seule. Fin de l'histoire. Ça me tracasse quand même. Et si cette salope se réveille et recommence son cirque ? Je te dis de pas t'inquiéter. Plus personne ne la croit maintenant. Elle est cataloguée comme une folle qui accuse ses supérieurs à tort. Qui va croire ce qu'elle dit ? On a gagné, sergent-chef. La conversation qui parvenait de l'autre côté du mur était le murmure des démons eux-mêmes. Loin de regretter leurs crimes, ils se rassuraient en confirmant leurs alibis. Léo serra si fort les poings que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume sans qu'il ne s'en rende compte. Une rage et un dégoût si intenses lui coupèrent le souffle, comme si son sang refluait. Il pensa qu'il n'y avait plus à hésiter. Le carnet contenant le récit poignant de Charlotte et la conversation qu'il venait d'entendre. Avec ça, il pourrait faire éclater la vérité. Mais comment ? S'il en parlait au chef de corps, l'affaire serait à nouveau étouffée au niveau du capitaine Lemaire. S'il portait plainte à la gendarmerie militaire, il y avait de fortes chances que l'affaire soit classée, sans suite par esprit de corps. Une idée lui traversa l'esprit. Le plus humble et le plus faible devait s'adresser directement au plus haut et au plus puissant, à un endroit que personne n'oserait ignorer ou couvrir. De retour à la chambrée après sa garde, Léo Roussel, pendant que tout le monde dormait, sortit discrètement un stylo et du papier à lettres. Dans l'obscurité, il se mit à écrire, lettre par lettre, une missive chargée de rage et de larmes.
À monsieur le chef d'état-major des armées, avec mes respects. Il se présenta comme le soldat de première classe Léo Roussel, servant aux 2 Rima. Et il déversa sur le papier toute la vérité dont il avait été témoin, qu'il avait entendue et consignée. Le traitement injuste subi par la sous-lieutenant de Valois depuis son premier jour, son héroïsme lors de l'exercice Grand Froid, la jalousie et l'envie des cadres qui en avaient découlé, l'humiliation publique lors du repas de cohésion, et enfin, l'agression horrible et la conspiration ignoble des supérieurs pour la dissimuler. Il cita des extraits du carnet de Charlotte, et bien qu'il n'ait pu enregistrer la conversation de Dubois et Martel, il la retranscrivit de la manière la plus détaillée et la plus précise possible. Il conclut sa lettre ainsi. « En tant que soldat de la République française, je ne pouvais plus tolérer l'injustice qui se déroulait sous mes yeux. La sous-lieutenant de Valois est la seule personne qui m'ait appris ce qu'est la véritable attitude d'un soldat et ce qu'est le courage. Je vous supplie, mon général, de faire la lumière sur la vérité dans cette unité corrompue et de sauver une officier compétente et juste, injustement mise à terre. Je suis conscient des représailles que je pourrais subir à cause de cette lettre, mais je ne regretterai jamais mon acte. » Il plia soigneusement la lettre et la mit dans une enveloppe. Sur la ligne de l'adresse, il écrivit « Monsieur le chef d'état-major des armées, Hôtel de Brienne, 75007 Paris. » Le lendemain matin, sans se faire remarquer, il glissa la lettre dans la boîte aux lettres du camp. Les dés du destin étaient jetés. La vérité d'Outremur parviendrait-elle jusqu'au plus haut sommet? Léo Roussel n'avait plus qu'à attendre, anxieusement, le résultat. La lettre envoyée par le soldat de première classe Léo Roussel, mêlée à des tonnes de courriers et de colis, arriva au cœur de la défense française, à l'hôtel de Brienne, à Paris. Une lettre envoyée directement par un simple soldat au chef d'état-major des armées, SEMA. En temps normal, elle aurait été filtrée par un subalterne du cabinet du SEMA ou aurait reçu une réponse formelle avant d'être transmise à l'unité subordonnée pour être discrètement enterrée. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Par un caprice du destin ou par une intervention divine, la lettre, mélangée à d'innombrables documents à signer et rapports confidentiels, atterrit finalement sur le bureau du SEMA lui-même, le général d'armée Antoine de Valois. Le général de Valois était une légende vivante, un général 5 étoiles qui commandait l'ensemble des armées de terre, de mer et de l'air françaises. Traitant machinalement des piles de dossiers, il remarqua une enveloppe usée sur laquelle était écrit, d'une écriture de soldat maladroite, « À monsieur le chef d'état-major des armées ». Il la saisit nonchalamment. « Expéditeur. Léo Roussel, soldat de première classe, 2 Rima. Une plainte d'un homme du rang ?» Pensa-t-il sans y prêter grande importance, et commença à lire. Mais à mesure qu'il lisait, son front se plissa. Et au moment où le nom sous-lieutenant Charlotte de Valois apparut, son regard se glaça comme un hiver sibérien. Il lut la lettre d'une traite. À chaque ligne, sa main se mit à trembler d'une rage incontrôlable. Sa petite sœur, celle qu'il avait élevée avec tant d'amour et de soin, sa fière sœur, apprenait quelles humiliations et quelles souffrances elle avait endurées dans un régiment de première ligne. Toute cette horrible vérité était décrite de manière vivante dans la lettre. Insubordination, calomnie, harcèlement collectif et une agression brutale suivie d'une dissimulation et de représailles. Lorsqu'il lut que sa sœur avait perdu connaissance et que sa vie était en danger, le général de Valois se leva d'un bond. La fureur meurtrière qui émanait de lui n'était pas celle d'un vieux soldat aguerri, mais la rage primitive d'un homme dont on avait touché à la famille. Ils ont osé toucher à ma sœur. Son murmure grave sembla glacer l'air de l'immense bureau. Il appela immédiatement son chef de cabinet. « Apportez-moi immédiatement tous les dossiers et les rapports médicaux concernant la sous-lieutenant Charlotte de Valois du 2 Rima. Et établissez une liaison d'urgence de niveau maximal avec le chef d'état-major de l'armée de l'air et le commandant de la zone maritime atlantique. Dites-leur que c'est une affaire de vie ou de mort dans la famille. » Ces ordres furent exécutés rapidement. Quelques instants plus tard, le dossier de Charlotte était sur son bureau. Relevé de son commandement, affecté à la gestion du matériel. Motif. Accusation mensongère contre un supérieur et atteinte à la cohésion de l'unité. Et le rapport médical indiquait syncope due à l'épuisement. Le général de Valois jeta les documents. Tout correspondait exactement à la lettre. Une dissimulation et une manipulation organisée et méticuleuse.
Réprimant une rage bouillonnante, il établit la visioconférence à Troyes avec ses frères. Les visages du général d'armée aérienne Jean-Luc de Valois et du vice-amiral d'escadre Philippe de Valois apparurent à l'écran. « Antoine, que se passe-t-il à cette heure ?» demanda Jean-Luc. « Grand frère, quelle tête tu fais? Il y a un problème grave ?» s'inquiéta Philippe. Le général Antoine de Valois brandit la lettre de Léo Roussel et dit d'une voix qui semblait monter des profondeurs de l'enfer, « Charlotte, notre petite sœur, est entre la vie et la mort, battue par des moins que rien. » À ces mots, les visages de ses deux frères se figèrent. Le général de Valois lut la lettre du début à la fin. Au fur et à mesure de la lecture, les yeux de Jean-Luc devinrent aussi perçants qu'un avion de chasse verrouillant sa cible, et le poing de Philippe se serra si fort que ses jointures devinrent bleues. Après la lecture, un silence infernal s'installa. Le premier à parler fut le deuxième, Jean-Luc. Sa voix était plus froide et plus tranchante que le bruit d'un réacteur. La gendarmerie et l'inspection du régiment doivent être de mèche. Une enquête interne de l'armée de terre se terminera par une sanction symbolique pour sauver les apparences. Le Benjamin, Philippe, enchaîna. Sa voix était comme une vague accompagnée d'une tempête de rage. Ces fils de pute, il ne faut pas seulement leur enlever leur uniforme, il faut leur arracher la peau. Grand frère, je pars pour Le Mans immédiatement. Le général Antoine de Valois les arrêta. Non, tu n'iras pas seul. Nous y allons tous les trois. Sa décision était prise. Ce n'était pas simplement une affaire de violation des droits d'une femme officier. C'était une question d'honneur et de discipline de l'armée française, et surtout une question de dignité et de vengeance pour sa sœur, plus précieuse que sa propre vie. Nous constituons une inspection générale spéciale interarmée. J'en prendrai personnellement la tête. Jean-Luc, tu sélectionnes les meilleurs enquêteurs de l'armée de l'air. Philippe, tu réquisitionnes des hommes des commandos marines. Rassemblement à Villacoublay demain à l'aube. Nom de code de l'opération. Châtiment. Aucune information préalable ne sera transmise aux deux RIMA. À notre arrivée, ils ne comprendront même pas que la colère divine vient de s'abattre sur eux. La lettre sincère d'un simple soldat avait réveillé 3 lions endormis. Une purge sanglante, menée par 3 frères, les plus hauts commandants des armées, un événement sans précédent dans l'histoire militaire française, venait d'être annoncé. Le lendemain, à l'aube, la base aérienne de Villacoublay était empreinte d'une tension quasi guerrière. Les inspecteurs, gendarmes et enquêteurs les plus froids et les plus compétents de l'armée de terre, de la marine et de l'air avaient été convoqués d'urgence et se tenaient en rang impeccable. Devant eux se trouvaient les 3 sommets de la défense française. Le CEMA, le général d'armée Antoine de Valois, le CEMAAE, le général d'armée aérienne Jean-Luc de Valois et le SECLAN, le vice-amiral d'escadre Philippe de Valois. La présence de ces 3 hommes au même endroit, en tenue de combat, dégageait à elle seule une aura de puissance capable de secouer toute l'armée. Le général Antoine de Valois prit la parole d'une voix grave et puissante. « Messieurs, à compter de maintenant, nous lançons l'opération Châtiment. Objectif, le 2 RIMA. Notre mission est d'éradiquer la corruption et la violence qui y ont pris racine et de restaurer une discipline bafouée. » Il résuma le contenu de la lettre de Léo Roussel. La stupeur et la colère se lurent sur les visages des enquêteurs. Notre opération se déroulera selon 3 principes. Premièrement, la rapidité. Frapper l'objectif sans la moindre hésitation. Deuxièmement, la précision. Ne laisser échapper aucun coupable et ne faire aucune victime innocente. Troisièmement, la discrétion. Nos mouvements devront rester secrets jusqu'à la fin de l'opération. Le général Jean-Luc de Valois présenta le plan d'opération. Son plan était aussi précis et sans faille qu'une frappe chirurgicale menée par un avion furtif. L'équipe d'inspection interarmée sera divisée en 3 groupes. Le groupe 1, que je commanderai personnellement, prendra le contrôle du commandement et de la section administrative de la compagnie, saisira tous les documents, ordinateurs et registres de communication. Le groupe 2, commandé par l'amiral de Valois, arrêtera sans délai les principaux suspects. Le sergent-chef Bruno Dubois, le lieutenant Olivier Martel et le capitaine Marc Lemaire. Le groupe 3, commandé par l'inspecteur général des armées, isolera tous les membres de l'unité pour des interrogatoires approfondis. Le chef d'état-major des armées supervisera l'ensemble de l'opération. Le briefing terminé, les 3 généraux montèrent à bord d'hélicoptères.
L'escadrille, transportant des dizaines d'hommes d'élite, s'envola silencieusement dans l'obscurité en direction du Mans. À ce moment-là, au Deuze-Rima, la compagnie de transmission commençait une matinée ordinaire et nonchalante. Le sergent-chef Dubois insultait les soldats pour des vétilles lors du rassemblement du matin. Le lieutenant Martel, un café à la main, discutait du match de foot de la veille. Le capitaine Lemaire, triant des documents pour son rapport au chef de corps, comptait les jours le séparant de sa promotion. Il ne se doutait absolument pas de la tempête noire et immense qui approchait. À 9 heures précises, un bruit assourdissant qui fit trembler le sol déchira le silence du camp. Plusieurs hélicoptères militaires survolèrent la place d'Armes avant d'atterrir dans un tourbillon de poussière. Ceux qui en descendirent n'étaient pas des soldats ordinaires. C'étaient des gendarmes et des enquêteurs au visage dur, vêtus d'uniformes de l'armée de terre, de la marine et de l'air. Et à leur tête se trouvaient les 3 plus hauts gradés que tout militaire français avait vus au moins en photo. Le régiment entier se figea. Ce n'était pas un exercice. C'était la réalité. Le chef de corps accourut, paniqué, mais le général Antoine de Valois ne lui accorda même pas un regard et ordonna dans un mégaphone. À compter de cet instant, le commandement de la compagnie de transmission du Deuze-Rima est placé sous l'autorité de l'inspection générale spéciale interarmée. Que personne ne bouge. Tout individu tentant de résister ou de fuir sera traité sur le champ conformément au code de justice militaire. Sa voix était comme le tonnerre. La fratrie de la colère venait de descendre du ciel pour ouvrir le prologue du jugement. Le jour du châtiment était arrivé pour le royaume corrompu. L'action de l'équipe d'inspection fut, comme son nom l'indique, fulgurante. Le groupe 1, mené par le général Jean-Luc de Valois, prit le contrôle total du bureau de la compagnie et de l'administration en un clin d'œil. Ils démontèrent tous les disques durs d'ordinateur, scellèrent les armoires à dossiers et saisirent les serveurs contenant tous les enregistrements de communication. Le chef de compagnie et les officiers administratifs, abasourdis, ne purent qu'assister à la scène, impuissants. Au même moment, le groupe 2, commandé par le vice-amiral Philippe de Valois, se déplaça comme une meute de chiens de l'enfer vers les principaux suspects. Alors que le sergent-chef Dubois se préparait pour l'entraînement, des commandos marines, des colosses, firent irruption. Sergent-chef Bruno Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur un supérieur, insubordination, abus d'autorité et harcèlement. Vous avez le droit de garder le silence et de faire appel à un avocat. Dubois, sans même comprendre la situation, tenta de résister par réflexe, mais fut maîtrisé, les bras tordus dans le dos, et traîné sans ménagement. Le lieutenant Olivier Martel, qui sirotait son café en plaisantant au bureau de section, connut le même sort. Lieutenant Olivier Martel, vous êtes en état d'arrestation pour faux témoignage, manquement au devoir et complicité et incitation au crime. Il devint livide et cria « Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une arrestation illégale. » Mais ces cris ne furent qu'un écho dans le vide. Le capitaine Marc Lemaire, dans son bureau, perplexe face à l'agitation extérieure, devint blanc comme un linge en voyant les gendarmes défoncer la porte. « Capitaine Marc Lemaire, vous êtes en état d'arrestation pour dissimulation, abus d'autorité et complicité de harcèlement. » Jusqu'au dernier moment, il ne cessa de répéter comme un perroquet. « Je suis innocent. Je ne sais rien. » Les 3 principaux suspects furent arrêtés en un instant et mis à genoux sur la place d'Armes comme des criminels. Leurs airs arrogants et triomphants avaient disparu, remplacés par des visages empreints de terreur et de désespoir. Pendant ce temps, le groupe 3 rassembla tous les membres de la compagnie dans un gymnase pour des interrogatoires individuels approfondis. Au début, tous gardèrent le silence par peur. Mais lorsque les enquêteurs les persuadèrent en leur disant « Votre anonymat sera totalement garanti. Dire la vérité est le devoir d'un soldat et un moyen de sauver un camarade, les langues commencèrent à se délier. Les vérités, si longtemps réprimées, jaillirent comme un torrent. Des témoignages vivants sur le traitement injuste subi par Charlotte, l'humiliation publique lors du repas et le processus de dissimulation et de manipulation organisé après l'agression affluèrent. Léo Roussel, en particulier, témoigna sans la moindre hésitation de tout ce qu'il avait vu, entendu et écrit. Toute la situation était supervisée par les 3 généraux, brillants comme 3 soleils, et plus particulièrement par le général Antoine de Valois. Debout au milieu de la place d'Armes, il regardait avec mépris les 3 criminels agenouillés.
Il s'approcha du capitaine Lemaire et lui demanda « C'est vous le chef de compagnie ? Votre subordonné était en train de mourir et vos galons de commandant étaient si importants que ça ?» Il se tourna vers Martel. « C'est vous qui avez poignardé un collègue dans le dos et vendu la vérité pour votre petite tranquillité? C'est ça, l'honneur d'officier qu'on vous a appris ?» Enfin, il se planta devant Dubois. Ses yeux lançaient des étincelles froides. « C'est vous, la bête qui a osé toucher à ma sœur ?» C'est alors que Bruno Dubois comprit tout. Le statut de Charlotte, la sœur de celui qui l'avait attaqué. Le sang quitta son visage. Il se mit à trembler comme une feuille et, se prosternant, commença à implorer son pardon. « Pardon, mon général, j'ai commis une faute impardonnable. Je vous en supplie, épargnez-moi la vie. » Le général de Valois le regarda comme un insecte et dit « Votre vie, c'est la justice militaire qui en décidera. Ou peut être moi, avant elle. » Il se retourna et cria à tous les soldats « Regardez bien. Voilà le sort misérable de ceux qui salissent l'honneur de l'armée et trahissent leurs camarades. Plus aucune corruption, plus aucune violence ne sera tolérée dans cette unité. » 3 soleils semblaient briller dans le ciel. Leur lumière était si intense qu'elle semblait prête à consumer sans laisser de traces toutes les ténèbres, tous les mensonges et toute la corruption qui avait enveloppé le régiment. Le jugement foudroyant était ainsi exécuté, au nom d'une force écrasante et d'une justice implacable. L'opération Châtiment devint un séisme qui secoua non seulement le 2 Rima, mais l'armée tout entière. Les 3 principaux suspects furent immédiatement placés en détention provisoire et traduits devant un tribunal militaire. Avec les preuves matérielles saisies, les témoignages concordants de nombreux soldats et, surtout, un procès supervisé par les 3 plus hauts gradés des armées, il n'avait aucune issue. Le sergent-chef Bruno Dubois fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Agression sur un supérieur, insubordination, abus d'autorité, et condamné à la peine maximale pour un militaire, la radiation des cadres pour manquement à l'honneur et une peine de 15 ans de prison. Lors de sa déclaration finale, il provoqua l'indignation générale en prétendant sans vergogne que c'était l'officier femme qui l'avait aguiché en premier. Le lieutenant Olivier Martel fut radié pour faux témoignage et complicité et condamné à 5 ans de prison. Le capitaine Marc Lemaire, qui avait tenté de dissimuler l'affaire, fut également radié pour manquement au devoir et abus d'autorité et condamné à 7 ans de prison. Le chef de corps et même le général commandant la brigade furent relevés de leurs fonctions pour manquement à leur devoir de surveillance et mutés à des postes subalternes. La compagnie de transmission du 2 Rima fut littéralement dévastée. L'affaire fit la une du journal des armées et devint le point de départ d'une réforme majeure de la culture militaire et, en particulier, des droits des femmes dans l'armée. Pendant ce temps, Charlotte fut transférée d'urgence à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Paris sur ordre de ses frères pour des examens approfondis. Les résultats furent terribles. Suite à l'agression brutale de Dubois, elle souffrait d'un hématome sous-dural aigu et le diagnostic final révéla une lésion irréversible du nerf optique de l'œil gauche. Une opération d'urgence lui sauva la vie, mais les médecins confirmèrent qu'elle ne reverrait jamais la lumière de cet œil. Un militaire ayant perdu la vue d'un œil ne peut plus servir en service actif. Le chemin des armes, qu'elle voulait tant protéger, lui était brutalement fermé par le crime d'un autre. Dans sa chambre d'hôpital, ses 3 frères veillèrent sur elle jour et nuit. Le SEMA, Antoine de Valois, tenait la main de sa sœur, incapable de prononcer un mot. Le poids écrasant de la culpabilité de ne pas avoir pu protéger sa propre sœur pesait lourdement sur ses épaules d'acier. Charlotte, au contraire, les réconforta avec calme. « Mes frères, je vais bien. Ne pleurez pas. La vie de Charlotte de Valois, soldat, est terminée, mais la vie de Charlotte de Valois, tout court, ne fait que commencer. » Elle demanda à voir Léo Roussel, son sauveur. Venu à l'hôpital pendant une permission exceptionnelle, Léo ne put retenir ses larmes en voyant Charlotte avec un bandage sur l'œil. « Mon lieutenant, pardon. Si j'avais eu le courage d'agir plus tôt, j'aurais pu sauver votre œil. » Charlotte lui prit chaleureusement la main en souriant. « Non, Léo. Sans toi, je serais encore en train de pourrir dans cet entrepôt sombre et froid. Tu m'as sauvé la vie. Tu es le héros qui a sauvé mon âme. Merci infiniment. » Pour son acte courageux de résistance à l'injustice, Léo Roussel reçut la médaille de la Défense nationale avec citation et fut promu au grade supérieur à titre exceptionnel.
Après un service exemplaire, il quitta l'armée, et, grâce à la recommandation et au soutien actif de Charlotte et de ses frères, fut recruté comme chercheur clé à la Direction générale de l'armement, DGA. Sur les ruines, les coupables payèrent leurs dettes, le courageux fut récompensé. Et la victime semblait avoir tout perdu, mais elle avait gagné le plus précieux. Une volonté d'acier de ne jamais abandonner l'espoir, même dans le plus profond désespoir, est le début d'une nouvelle vie. Quelques mois plus tard, Charlotte fut réformée avec les honneurs. À sa sobre cérémonie de départ, ses trois frères, Léo Roussel, devenu entre-temps un caporal-chef respecté, et les anciens soldats de sa 3e section étaient présents. Avec un bandeau noir sur l'œil, elle n'avait plus l'air d'une victime fragile. Elle avait l'apparence d'une guerrière forte et belle qui avait surmonté d'innombrables épreuves. Elle avait quitté l'armée, mais son combat n'était pas terminé. Elle décida de raconter son histoire au monde pour empêcher que d'autres victimes ne subissent le même sort et pour donner du courage à tous ceux qui se taisent face à l'injustice au sein des organisations. Elle commença à mettre en forme le récit qu'elle avait commencé à écrire sur son lit d'hôpital. Son livre, L'arme d'acier, provoqua une onde de choc immense dans la société dès sa publication. Son histoire, qui dénonçait de manière poignante, à travers le regard d'un individu, non seulement les problèmes de droits de l'homme dans l'armée, mais aussi la discrimination et les préjugés envers les femmes qui gangrènent notre société, ainsi que la corruption au sein des grandes organisations, suscita une profonde empathie et une vive émotion chez de nombreuses personnes. Le livre devint un best-seller en un clin d'œil. Et elle fut invitée sur de nombreux plateaux de télévision et à des conférences pour faire entendre sa voix. Elle n'était plus la sœur de la fratrie d'Acier, ni une malheureuse officier. Elle renaissait en tant que Charlotte de Valois elle-même, une écrivaine qui éclairait les zones d'ombre de notre société, une icône d'espoir qui parlait pour ceux qui se taisent. Lors d'une conférence, une jeune femme officier lui posa une question d'une voix tremblante. « Madame de Valois, comment surmonter une situation aussi insupportable que la vôtre? Quand on a envie de tout abandonner, que doit-on faire ?» Charlotte la regarda chaleureusement avec son œil valide et sourit. Puis, elle répondit en citant le dernier passage de son livre. « L'acier se durcit sous les coups, et les étoiles brillent d'autant plus que la nuit est sombre. Même dans le plus profond désespoir, si l'on possède ne serait-ce qu'une petite étincelle de vérité, on peut se relever. Vous devez être vous-même cette étincelle. Parfois, cette étincelle sera si petite qu'elle aura du mal à vous réchauffer vous-même. Mais souvenez-vous, lorsque ces petites étincelles que vous êtes se rassemblent, nous pouvons devenir un immense incendie capable de consumer toutes les ténèbres du monde. N'abandonnez jamais. » À la fin de ces paroles, la salle éclata en applaudissements chaleureux. Charlotte avait perdu la lumière d'un œil, mais elle était devenue une nouvelle étoile qui allumait dans le cœur de nombreuses personnes une lumière d'espoir et de courage inextinguible. Ce n'était pas l'étoile qu'elle avait voulu porter sur ses épaules en uniforme, mais en combattant l'injustice du monde, elle était devenue une étoile bien plus grande et plus brillante, renaissant comme l'acier.